L'histoire des hommes nous confirme qu'avant d'être quelqu'un, on est de quelque part. Les villages ont une âme parce qu'ils s'imprègnent de l'âme du vécu de leurs habitants au fil des générations. Village, cela rime avec visage. Visage humain rime avec sage et témoin. Le témoin du temps qui passe est le témoin de ses souvenirs qui sont aussi, par le lien qui nous unit, nos souvenirs communs. Le 16 octobre 2024 était une journée ensoleillée. Marcel Paillet, nous le connaissons tous dans le village de Metz, où il est né le 19 avril 1926. Mécanicien à l'Essiporex, pompier volontaire, cycliste, jardinier émérite, il est notre présence intemporelle. En compagnie de Claude Duperche, autre figure de nos mémoires, je me suis installé dans le salon de sa demeure. Demeure digne et modeste, entourée de son jardin, éternellement entretenu et cultivé, symbole de sa vie de labeur. J'ai choisi de ne pas donner de montage ou de tri aux séquences pour ce film. J'ai choisi d'y laisser les blancs, les confusions, y préserver la force de tout ce qui ne se dit pas et se devine. Il m'a semblé indispensable de laisser sans interférence ce moment témoin auprès de Marcel, dans le naturel décor des rites de visite qu'on partage avec un ami bienveillant. Voici des années que je t'embrasse, Marcel, et même si nous n'avons pas de lien de parenté, je suis heureux de m'être toujours senti de ta famille, heureux de me sentir messois. Merci, Marcel. Sa brouette, une grosse brouette en bois, Oui. et pour éviter de l'avoir à porter sur ses bras, elle avait un lien qui passait d'une hanche de la brouette à l'autre hanche de la brouette. Elle ne servait avec ses bras que juste pour la guider, mais pas pour la porter. La porter, c'était elle qui la portait. Oui. Elle descendait le boulevard jusqu'à l'abreuvoir et elle allait faire le rinçage de son linge. Oui. Ouais. À ce moment-là, on n'avait pas l'eau à la maison. Il n'y avait pas l'eau courante, je ne l'avais pas chez moi, mais Marcel non plus. Oui. Mais Marcel habitait entre le presbytère et des bouilles. Oui. Là, à gauche, comme tu rentres dans la cour, à gauche, il y avait un petit pavillon où habitait Marcel avec ses parents. Oui. Ouais. Et c'était des parents, alors c'est pas parce que Marcel il est là, hein, mais c'était des parents charmants. Ah oui. Hein. C'était des parents charmants. Et puis, lui, Comme aujourd'hui, on aimerait les avoir. Ouais. C'était des parents et charmants. puis mon père il était balèze, Ah, attention. C'était... C'était une force de la J'étais pour nature. le dire, j'étais pour employer le mot force de la nature. Mais gentil, voilà, mais gentil. Ah oui. Et ça, c'est des choses, tu vois. Quand sa maman descendait, ben, entre les deux rails, elle faisait attention que la brouette ne se foute pas dans les rails. Ben, toutes ces choses que les gens font attention. Ben, puis les vélos, combien qu'on s'est rayé la gueule là, Dans les rails, oui. Les rails, c'était pareil à la route. Hein. Écoute, on va prendre depuis le début, Marcel. Dis-nous quand tu es né, et puis on va remonter le fil de tes souvenirs. Alors, Marcel, tu es né quand? Quelle date? Ta date de naissance, c'est quoi? 19 avril 1926. Et t'es né où, Marcel? Ah, ça se demande. Ben oui, mais j'aimerais que tu le dises. Ben, à Metz, Bien sûr, Marcel, heureusement. entre des bouilles et puis le curé. Exactement, comme je viens de l'expliquer à l'instant. Oui. Hein? Ton enfance, parle-nous de ton enfance. Ah, ben l'enfance, ben qu'est-ce que tu veux à l'enfance? On était jeunes à ce moment-là. Alors, hein. Il y avait le maître d'école. Quand il y avait les petits doigts, il fallait
fallait rien dire, hein, il fallait rien faire, parce que les parents, si les maîtres d'école y allaient trouver les parents, puis qu'ils disent quelque chose, on se met encore un coup de pied dans le cul, hein, à ce moment-là. Bien sûr. Nous, quand on faisait des petits larcins, des petits tours, puis qu'on voyait le gars de Champêtre arriver dans l'école, on les avait moite-moite. C'est ce qu'on Tu parle. sais. Alors, qu'est-ce que tu faisais comme bêtise? Bon, on a tiré les cloches, les sonnettes chez les gens, ou alors des fois, en chahutant, on ouvrait la porte du commerçant, puis on filait le monde dedans, puis c'était des petits... C'était pas méchant. C'était pas méchant, quoi. Non, c'était pas méchant. Et donc, tes études, tu es allé jusqu'à quelle classe? En mode, j'ai tout fait à Metz. Tu as tout fait à Metz, d'accord? Oui, oui. Jusqu'au certificat d'études. Et tu l'as eu, Marcel? Ah ben oui. Ah, on travaillait bien, Marcel. Ah oui, avec le père Flamouille, tu sais, ça rigolait pas, hein. Maître d'école, hein. Maître d'école, tu sais, quand... ils avaient être poètes, hein. Et après, donc, tu as... On le respectait, tu sais. Je me doute. Parce que s'il avait trouvé les parents, pour dire qu'on avait fait un truc ou l'autre, disons, ça va être dans le sablé, hein. C'est pas comme aujourd'hui que t'as pas le droit de foutre une gifle à un gosse. Ben, aujourd'hui, le père Flamery, on le retrouve aussi dans la Résistance. D'accord. Paul. Oui. Paul. Oui, le fils. Le fils, Oui, il était dans la résistance. qui est dans la Résistance, c'est quelqu'un de... Il était aussi maître d'école avant. Puis après, pendant la guerre, là, il était dans la résistance. Si tu vois son nom apparaître sur les plaques, c'est lui. C'est lui. Oui, oui. Ensuite, tu as commencé à travailler. Ben oui. Et alors, ton premier métier, c'était quoi? J'ai quitté l'école à Pâques, puis le 1er mai, au boulot. Ben, la fête du travail. Oui, Peut-être bien y aller. oui, oui. Alors, Et jusqu'à 14 ans. et ton travail, c'était quoi? Ton premier travail? Ah ben j'étais avec M. Mers, que j'ai jamais quitté. J'ai toujours été repris avec les murs. Alors, à l'époque, la société, c'était quoi? C'était qui? Au départ, Quand tu as commencé à 14 ans. déjà, la briqueterie, là, tu sais d'où ça vient? Bien sûr. De Suisse, déjà. Déjà, je t'écoute. C'est pas moi qui peux le dire, c'est toi qui le parle. C'est Oui. toi qui le dis. Alors, M. Mers, il est arrivé de Suisse. De Suisse, Avec qui il est arrivé à Metz? avec le matériel, et puis M. Pignat. Voilà. Oui, tous les deux, c'était M. ils Pignat, étaient qui était suisses. mon voisin, Oui. qui était le grand-père de M. Patrick Pignat, qui a été le maire. Donc, le matériel, ben, il avait servi pour faire une lunette du Simplon, entre la Suisse et l'Allemagne. Lui, il était contre-maître là-bas. Puis, il a cherché où c'est qu'il pourrait y avoir du sable pour monter tout le matériel ici. un sable équivalent à celui qu'il avait trouvé pour le Simplon. Oui. Oui, oui. Ouais. Alors, 1920, il est venu. Alors, les souvenirs que j'ai, c'était une usine qui était très 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 poussiéreuse. C'est le souvenir que j'ai capté. De la briqueterie, oui. Oui. La briqueterie était très poussiéreuse, tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais si je peux me permettre, aujourd'hui on s'en inquiéterait, il y a 100 ans on ne s'en inquiétait pas. Oui. Les gens travaillaient dur, hein, mais tout le monde travaillait dur, que ce soit le patron ou le simple balayeur, tout le monde travaillait dur. Moi ce que je me rappelle de M. Mers, quand j'étais tout jeune, puisque j'ai eu la chance, de partager des moments avec lui, aussi bien dans sa demeure que dans l'usine, Oui. c'était un bosseur. Oui. C'était un bosseur. Il était ingénieur mécanicien, hein, de formation ingénieur mécanicien, et c'était quelqu'un qui était apprécié de tous.
Un peu c'est tout, très diplomate. Voilà. Un peu le même genre qu'aujourd'hui, comme on en parlait tout à l'heure, de M. Jean Fuchiron. Quelqu'un qui venait dire bonjour à ses hommes. C'est pas parce qu'il était le patron qu'il ignorait son personnel. Oui. Il savait son Il personnel. connaissait le caractère de tout le monde. Et voilà, il connaissait les compétences des gens, Oui. il savait ce qu'il pouvait demander à l'un ou à l'autre, et il dérogeait pas de ça. T'étais pas un moins que rien, t'étais quelqu'un qui faisait tourner le Parce bus. que lui, il avait travaillé aussi avant. Alors, il savait ce que c'était que le travail. Alors, c'était du travail très difficile. Et puis, Alors, quel était ton rôle exactement donc, à la briqueterie? Qu'est-ce que tu faisais? moi, je suis venu bien après, moi. Parce que pendant la guerre après la guerre de 14, la briqueterie, ça marchait à plein. Là. Et puis, il y avait un sacré problème. Parce que les voies de chemin de fer, c'était le taco. Et c'est pas le même empattement que le chemin de fer. L'écartement. Et l'écartement. 1435 mm, oui. Alors donc, il fallait charger les briques de là dans les wagons, arriver à la gare, il fallait les charger pour les mettre dans les autres wagons, à la bonne dimension, au bon écartement. Oui. Alors c'était du travail bien difficile, hein. Ils attrapaient là. Ils avaient des maniques qui mettaient des gants en caoutchouc, là. Des chambres à air qu'ils avaient coupées pour les balancer comme ça l'un à l'autre. C'était du travail très difficile. Les gars, c'était pas des manchots comme aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, Oui. il y en a peut-être, mais il y en a beaucoup qui c'est du travail très, très compliqué, ça. Tu viens d'évoquer le taco. Quels sont tes souvenirs du taco? Raconte. Moi, le taco, mais je dois monter le boulevard, moi. C'est ce que je viens de lui dire. Oui. Moi, je le vois monter le boulevard. Mais tout le monde, il n'a pas dit descendre, Descendre, il a dit monter. Oui, oui. On ne dit jamais descendre. Jamais descendre. Hein? Pour monter. Oui. Pour monter, c'était laborieux. Et il y a des fois, il arrivait jusqu'au carrefour, là. Et puis, il patinait, il ne pouvait pas aller plus loin. Alors, il descendait là-bas à Boivard pour prendre de l'élan, pour repartir. Oh, c'était laborieux, hein. Est-ce que tu l'as pris? Est-ce que tu es monté dedans? Oh oui. Pour aller à Étampes, on avait que ça. D'accord, 50 minutes. Et puis, pour aller à Étampes, il nous fallait 2 heures. Non, c'est 50 minutes. Non, je connais les horaires. C'est 50 minutes. Ouais, on a retrouvé des documents avec tous les horaires. Ah oui. Hein, avec tous les horaires, avec tous les arrêts. C'est Oui, c'est oui. ça. Hein, on est parti sur la excuse-moi. C'est 50 minutes entre ouais. Metz et Étampes. Puis quand il a été bombardé aussi, là, Ça, c'est loin de attaqué sur le plateau là-haut. 3 fois, oui. Alors, hélas. moi, je ne l'ai jamais pris. Je n'ai pas eu cette chance. Ouais. Mais ma marraine, qui habitait Metz aussi, qui était comptable, que Marcel a connu aussi, même s'il s'en rappelait pas forcément aujourd'hui, elle le prenait et elle me disait toujours, quand j'étais plus grand, j'aurais bien aimé pouvoir t'emmener à Étampes avec le taco. Mais il n'existait plus quand, Oui. C'est en 49. voilà. Ben, c'est l'année où je suis arrivé sur cette terre. Donc, quand il y a eu l'accident en 1918, il y a eu un rail qui a traversé Marigny, raconte. Oui. Oui, il y a eu des morts, oui. Oui, il y a eu des morts, oui, il y a eu 18 morts et 35 blessés. Oui. Oui, oui. 18, Oui, oui. 18 morts qui ont été enterrés. Oui, il est en train de le démolir. Bon, ils ont descendu là, tout le ravin, et puis dans le virage, ça a été tout droit. Il y a même un rail qui avait traversé le Marigny. Il y avait un trou dans le Marigny. Il y a eu des morts. Impressionnant, oui, oui. Ils ont été enterrés au cimetière de Metz et ensuite restitués Oui, Alors, par contre, je me à rappelle leur terre plus natale. Oui. trop la date où ils ont été restitués à leur famille. C'est bien après. Ah oui, c'est après, bien, bien bien sûr. après. Oh, C'est oui. bien après. Oui, oui. Les pauvres, Très les longtemps pauvres. après. oui, oui. Oui, oui. As-tu d'autres souvenirs du taco? Oui. Ouais, alors, quels sont tes autres souvenirs du taco?
le taco, ben, il desservait les gens. Oui. Et puis, il transportait aussi les briques. Les briques, oui. La brickerie à la gare. Les betteraves aussi. Oui. Les betteraves pour la sucrerie. Oui. Bon, ben, les betteraves, c'était beaucoup par voiture. Hein. Oui, mais La voiture avec les choux. Oh oui, plus que le taco. Hein. Plus que le taco. Puis à ce moment-là, il y avait des hivers qui étaient des hivers. Puis dans la grande rue, ben, tu sais, c'était bien compliqué. Hein, parce qu'il n'y avait pas tout à l'égout, alors tout le coiffeur, tout ça, la flotte. Alors c'était un vrai miroir. Hein. Alors quand il descendait avec les betteraves, ça patinait des quatre pattes. parce que les betteraves étaient ramassées tout le long on va dire de Bonvilliers, Bretonvilliers, jusqu'à la sucrerie de Metz, Oui. et tout descendait par le taco. Et là, les betteraves étaient Oui. vidées des wagons sur le site Oui. de la sucrerie de Metz, Oui. qui a été ouverte en 1882 et fermée en 1965. Dernière campagne, 1964. Tu savais que comme ça, ils descendaient en betterave, et puis ils remontaient la pulpe par le boulevard. Tout à fait. Le Ils circuit. descendaient à la grande rue avec la pulpe. Ils avaient 3 chevaux pour en monter. Parce qu'à ce moment-là, les hivers, c'était des hivers, puis avec de la glace, hein, ça patinait. Les transports, ils étaient très difficiles. Parce que le coiffeur, tout le monde, le bistrot d'à côté, quand il y avait ses verres, tout allait sur la route, hein, quand c'était G. Alors, disons que toute la grande rue, c'était un miroir. Donc, le premier voyage que tu as fait, une fois que tu t'es éloigné de Metz, tu es allé où? Hein? Tes premières vacances. Tes premières vacances, ton premier voyage. Tes premières sorties de Metz, c'est à quel âge et pour aller où? Ah, ben, mes parents sont décédés. Parce que avant, j'aurais jamais couché dehors. Pour eux, c'était une catastrophe. Hein. Alors, quand les parents ils sont décédés, ben, Quelle année sont-ils décédés? en 51 et 52. Alors, ta maman en 52? 51, mon père il est décédé juste au mois de janvier. Et je me rappelle de ta maman avec sa brouette, j'avais 2 ans. Oui. Parce que je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Hein. Je vois cette dame. Ah oui. Oui, elle était forte. Ah bah oui. Hein. Ah bah oui. Et donc, tu es parti en vacances une fois que tes parents sont Ah décédés. ben oui. Et tu es allé où? Ah ben la première fois j'avais été je sais que le curé il emmenait les gosses en Bretagne. Comment Ah oui. À côté de Saint-Brieuc, Oui. Étape-sur-Mer. Oui. Bah, ça, tout le monde allait par là. Donc, Oui. Mes premières vacances, c'est là-bas aussi. pour voir la mer aussi. Oui. 1961, c'est là-bas que je suis allé. Donc, Étape-sur-Mer, donc Avec la les vacances des Messois. Alors en fait, on y allait, c'était un voyage organisé par le curé et Oui. les curés. Alors nous, à l'époque, pour moi, mais pour Marcel, c'est un peu pareil, c'était le curé, l'abbé de Bouville. C'est-à-dire c'était des colonies de vacances qui étaient organisées par eux et qui étaient tenues par des Messois et Messoises. Alors, une qui faisait la cuisine, qui faisait d'abord la cuisine très 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 bien, c'était Madame Paulette Bourgeois, qui était celle qui faisait la cuisine quand j'y suis allé en 1961 au mois d'août, et mon frère l'année précédente en 1960 au mois d'août aussi. Mais les principales personnes, on peut dire, de ces colonies de vacances qui connaissent ça mieux que moi, c'est malheureusement Michel Godin qui n'est plus avec nous pour partager ces moments, mais M. Patrick Pignat, qui y allait tous les ans, puisqu'il était aussi un petit peu, même s'il n'était pas beaucoup plus vieux que moi, c'est lui qui nous surveillait, voilà. Et c'était des vacances de rêve.
Des vacances de rêve. Voir la mer, c'est merveilleux. À ce moment-là, Ah oui. c'était les premières vacances. Mais c'est... Alors, je peux, mais je vais sûrement avoir des larmes aux yeux. Sûrement. Ces vacances de 1961, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. En 2004, avec Sylvie, j'ai dit, écoute Sylvie, je veux refaire ce parcours que j'ai fait quand j'avais 12 ans. Je l'ai refait avec Sylvie en voiture. Oui. Et j'ai cherché un endroit, je ne savais pas où c'était. La seule chose que je savais, c'est qu'il était là, dans ma tête. La photographie de l'endroit était dans ma tête. Et j'ai dit à Sylvie, on va se rapprocher de Saint-Brieuc, on va s'approcher de Étape-sur-Mer, et on va faire Étape-sur-Mer, île de Bréa, puisque je me rappelle avoir été sur l'île de Bréa. Et là, c'était facile, hein, on était en voiture. J'étais pour le tout. Et on a tourné, on a tourné, on a tourné, et à un moment donné, je dis à Sylvie, stop! C'est là. C'est là que je suis venu. T'es sûr? Ah oui. Ah oui. Descends de la voiture. Je m'approche d'une petite chapelle. Aujourd'hui, je connais le nom. C'est Kerchrist, commune de Lefaouet. C'était en 2004. Donc il y a 20 ans déjà aussi. Vous voyez, je me rappelle encore. Hein. Je dis à Sylvie, c'est là. T'es sûr? T'es sûr? T'es sûr? J'ai fait, oui, c'est là. J'ai fait, bien, on va toquer autour de l'endroit. Et je ne sais pas pourquoi. Première porte où je frappe, la personne vient m'ouvrir. Personne âgée, très âgée, qui ne doit plus être là aujourd'hui. Il me dit bonjour, bonjour madame, bonjour, etc. On commence à échanger 2 mots. J'ai fait, je suis venu là, il y a très longtemps. Très très longtemps. Alors elle essaye de savoir une date un petit peu plus précise. Et je lui dis, en 1961, au mois d'août. Quel jour, je ne sais pas, mais au mois d'août. Sous la tête. 1961, 43 ans avant, hein. Sous la tête, ouais. Et quoi d'autre? Elle me dit, je suis venu là, et il y a une personne qui est venue m'interpeller parce que je plantais ma tente devant la chapelle. Et la personne, aujourd'hui, je l'ai fait volontairement tout à l'heure, hein, aujourd'hui, là, à l'instant où je parle, je lui dis à la dame, je peux vous dire la date? Parce qu'il y a une dame qui est venue déposer des fleurs dans la chapelle. Et cette femme que j'ai interrogée, elle m'a dit, oui, je viens mettre des fleurs dans la chapelle parce que demain, c'est le 15 août. Elle me dit, la femme, elle me regarde, elle ouvre grand les yeux, mais la personne, c'était moi. Oui. Un beau hasard. Et j'ai fait, mais il y avait une autre personne qui était beaucoup plus jeune, qui était là aussi avec vous. Elle me dit, oui, c'était ma fille. Elle me dit, vous voulez la voir? Elle dit ça à Sylvie. Elle me dit ça. Bah, elle dit, oui, je veux bien, quoi. Venez. Elle était chez elle. On l'a pas vue longtemps parce qu'elle partait travailler. Mais bon, ça fait drôle, hein. Eh oui, 43 ans après, la femme, elle te dit oui, c'est moi. Je raconte pas tout le reste du voyage parce que j'ai d'autres choses aussi encore à raconter. Mais oui. ouais. Il n'y a pas de hasard, donc. Oui, c'était les premières Alors, vacances. on a hébergé chez elle le soir parce qu'on allait au congrès des sapeurs-pompiers à Saint-Brieuc. On en a profité et elle a voulu qu'on reste à dormir chez elle. On est resté chez elle. Puis alors le lendemain matin, le petit déjeuner, je vous dis pas. Il y avait une table comme ça qui était pleine. Alors Marcel, ensuite tu es devenu pompier à quel moment? Parce que tu es un pompier célèbre à Metz. Ben, Quel pompier le plus célèbre? en 48, En 40. quand il y a un monsieur Dumas qui est passé maire. En 46, je crois qu'il est passé maire. Oui, Claude, tu... En Je 46, pense que oui, je sais.
Il est passé maire en novembre 1947 et vous êtes passé sapeur-pompier le 1er février 1948. Oui. Non, j'aurais bien voulu que Marcel continue à parler du taco Bien sûr. et qu'il nous tabac. parle un petit peu s'il a connaissance. Marcel, est-ce que tu as connaissance avec le taco, autre que l'accident qui a causé la mort à 18 Tunisiens, est-ce que tu as connaissance d'autres incidents avec le taco? Bah, Parce que mais je pense, pas spécialement. je pense que tu vas t'en souvenir. Moi, monsieur Eugène Mers, Oui. dans les années, je vais dire avant qu'il parte de Metz, hein, donc avant 60, hein, puisqu'il est parti Oui. dans ces dates-là, Donc, le tu wagon sais, qui est descendu. voilà. Raconte-nous cette histoire du wagon. Ah, c'est l'histoire avec la sablière. Parce que la sablière est exploitée par Eugène, quoi. C'est lui qui s'en est occupé. Le sable, il partait pour les verreries. Puis, il y avait un aiguillage à la briqueterie. Il y avait une tranche pour descendre, et puis il y avait un aiguillage qui allait à la sablière. Puis l'aiguillage avait été mal tourné, et un wagon qui a descendu, ventre à terre, depuis la briqueterie jusqu'à là-bas à la gare. Monsieur Mercier, quand il est descendu avec sa traction, disons, parce que chez Charpentier, il y avait toujours des camions qui chargeaient de la marchandise. Il a traversé là-bas, il passait à la Boisvert, puis il s'est arrêté là-bas. Tu sais, un coup de bol. Hein. Ça, je m'en rappelle bien. Alors, je voulais que tu le confirmes, parce que je venais de le raconter à Dominique. Ah, Mais je voulais pas... Un coup de bol. Dominique, il me croit. Mais c'est bien d'avoir une version de quelqu'un qui l'a vécu. Eh oui. Oui. C'est pas vrai, c'est bon, les gars, ils n'ont pas tourné l'aiguille, l'aiguillage qu'il y avait pour. Puis, Le wagon était plein, il est parti tout seul. Une chance non, que, il était vide. Il était vide, il était une vide. chance que Eugène, il a eu le réflexe de monter dans l'attraction puis d'aller... Oui. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas la circulation d'aujourd'hui, mais ça n'empêche que ça aurait pu causer un grave accident. Surtout chez Boudon, là. Chez le Grentier, Il y avait toujours du monde, il y avait toujours du monde. tout le temps. Le transfert des trucs de charbon et les fermes. En face de chez Citron. Rue du Pressoir, oui. Hein? Bah oui, parce que c'était pas comme ça à l'époque. Hein. Il y avait le dépôt de charbon, il y avait tout ça. Hein. Ah oui, il y avait les graines, le charbon, Ouais. les engrais. Il sait tout, hein, Père Boudon. Ouais. Hein? Eugène. Hein? Père Boudon, lui, c'était sacré. Dans un pays avec sa carriole à 4 roues, là, puis son cheval. Ouais. Il a joué comme ça chez tout le monde. Oui, c'est intéressant ce que tu dis là. Donc, tu as connu Metz pratiquement sans voiture. Ah bah oui. À Metz, il y avait trois voitures que j'ai connues. Ah oui. Alors, qui avait des voitures à Metz? Les Il y avait premiers. le docteur, Denise, puis le notaire. Ah ouais. Aujourd'hui, je suis au milieu de la route. Et puis, il y a un bonhomme là, avec sa boîte, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Là. Quand il était juste dans l'angle de la rue qui va à la gendarmerie, là, qui remonte. Ah, dans la rue de la République, par là Oui, Je cherche. Hein. Ça va revenir. alors, sur le coup d'une heure, allez hop, il attrapait sa boîte et puis il ramassait tout le fumier des chevaux. Ben oui. Hein?
À ce moment-là, tout le monde avait des chevaux et des vaches. Ils pouvaient toujours péter, tu sais, ça polluait pas comme aujourd'hui. Hein. Les vaches, ils mangeaient pas la même chose. Hein? Alors, ils ramassaient toutes les crottes comme ça, faire du fumier. Ah ben, ils récoltaient bien. Puis après, ben, il y a un gars qui est venu. Et quels sont tes souvenirs de pendant la... Oui. Bon. J'allais poser ça. Oui, oui. Quels sont tes souvenirs de pendant la guerre à Metz? La guerre de 39. Parce que tu avais de 14 à 20 ans presque. Ben oui. Ben oui. Mais il y a eu l'exode avant. Donc tu allais quand même au boulot à la briqueterie. Tu es parti où en exode? Ah, on a fait 20 km, tu penses. On était jusqu'à Hauteville. Et puis quand on est arrivé sur la grande route, les Allemands ils étaient là, ils ont foutu un coup de truc à gueule au cheval, demi-tour. Ah, ouf. D'accord, donc l'expérience a été courte, c'est très bien. Eh oui. Et comment était la vie à Metz pendant la guerre? Qu'est-ce que tu Et te puis, souviens? on était nombreux hein, dans la voiture. Il y avait toute la famille de petits. Ouais. Puis il y avait aussi le cordonnier, le bossu, là, au saut. Et puis, on était comme ça. Il y avait un cousin aussi. On était dans la carriole. Puis arrivé à Hauteville, le bossu, comme moi, là, casse sa pipe, crise cardiaque. On l'a foutu dans la voiture, puis on l'a ramené à Metz. Le pauvre. Puis arrivé à Metz, ben, on l'a enterré. Il n'y avait plus que ça à faire. Puis tout le monde est reparti. Puis sur la route, il fallait voir ce qu'il y avait sur les gueules. Mon pauvre ami. Les banlieues d'Italiens, là, ils mitraillaient toutes les routes, là. Et tous les civils, là. C'est là que le pape il aurait dû intervenir. Et il tuait tout le monde avec les mitrailleuses. Alors, il y avait les choses crevées, il y avait la pagaille, les voitures qui restaient en panne d'essence, tout ça, ça bloquait les routes, tu ne pouvais plus sortir, tu ne pouvais plus rentrer. C'était une de ces pagailles. Et puis pour manger, ben c'est pareil, hein. Il n'y avait plus de ravitaillement. Alors on courait devant pour voir s'il n'y avait pas un boulanger par là pour avoir un bout de pain. Alors on serrait la queue. Quoi. Puis les gens ils crevaient de faim parce que il n'y avait plus rien. La panique. Parce que tout ça, on avait eu le crâne complètement bourré. On disait, les Allemands, sur la Loire, jamais ils passeront. Alors tout le monde devait passer par la Loire. Puis, avec tout le monde qui a passé la Loire, après la Loire, ben, les gens ils crevaient de faim parce qu'il n'y avait plus que des gens là. Énormément de gens partout, partout, partout. Pourtant, sur la Loire, c'était vraiment impeccable. Ils ne pouvaient pas passer. Tu penses, ça. Après ça, donc tu es revenu à Metz. Comment était la vie à Metz pendant la guerre? Qu'est-ce que tu te souviens de particulier? Oh ben, vous savez, pendant la guerre, il y avait d'entente. Hein, c'est pas comme aujourd'hui. À la campagne, nous, on n'avait pas trop à se plaindre. Mais en ville, ils ont crevé de faim. Ils en ont bouffé des rutabagas. Ici, donc, le ravitaillement... Sitôt qu'il y avait un camion de rutabagas qui arrivait à Paris, il était dévalisé en 2 heures de temps. Et puis, tandis qu'à la campagne, il y avait beaucoup d'entente entre les gens. Et puis,
À la campagne, on a ainsi dit, pas trop peiné. Je vais chez votre sœur. Parce qu'à la campagne, on avait tous des poules, des lapins. La plupart, on avait un cochon. Jusqu'à 17 ans. Alors ça fait que on n'a pas trop peiné. Et puis il y a le meunier qui était aussi dans le coup. Parce qu'on allait chercher un sac de blé chez les paysans, et puis on allait le porter au moulin. Quel moulin? Au moulin de Gironville. Au moulin de Gironville, d'accord. Puis même au moulin à Metz, s'il faisait. D'accord. C'était quel moulin à Metz, principalement? Le moulin Saint-Éloi. Moulin Saint-Éloi. D'accord. Moulin Saint-Éloi. D'accord. Alors, à la place, ils nous donnaient de la farine. Ils ne nous le donnaient pas, ils nous le revendaient, quoi. C'était commercial. Et Alors, ça fait que, du coup, il y a beaucoup d'entente D'ailleurs, de toute façon, à chaque fois qu'on entre les se gens. dit, je vais appeler mon frère, il va casser la gueule. Un temps, on a un cochon, on en donnait un peu à tout le monde, alors le cochon. Puis quand le voisin il tuait le cochon, ben. Puis on avait tous des poules, des lapins. as-tu un Puis j'avais une chèvre. Il a touché la dernière fois Ah oui. son fils, justement, parce qu'elle m'en parle là, à chaque fois. Oui. pour avoir du lait? Oui. As-tu un souvenir de la présence des Allemands à Metz? Ils étaient. On a des Ben. photos à la briqueterie, au château de Bonnevaux. Oui. Ouais, ceux qui étaient à la briqueterie, c'était des copains. Oui, d'accord. Parce que c'est de la mécanique, hein, c'était C'est pas des soldats. non. Non, parce que moi, tous les jours, je les côtoyais, parce que j'étais obligé de passer. Oui, parce que ça la peine, parce qu'elle en parle des fois. Ça fait que. Et puis après, elle me dit, bon, j'arrête de parler de ça. À Bordeaux, là-bas, il y a eu des dégâts. Où ça? À Bordeaux. Du dégât, c'est-à-dire? C'est-à-dire, les Allemands, c'était des vieux qui étaient là-dedans. Et puis, Oui, je pense que ça la peine. ils n'ont pas trouvé mieux, mieux de la nuit. Les gars de la résistance, ils ont été entués là-dedans, je ne sais pas combien, hein, les Allemands, Au château de Bonnevaux. au château de Bonnevaux. Alors, disons, le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait comme un Allemand, tout ça qui était là. Tu sais, je veux mieux dire qu'on ne sortait pas, hein, parce qu'ils auraient pu faire comme à Radour. Remarque, c'était pas très intelligent, hein. C'était des vieux qui avaient fait la guerre de 14. Ils étaient en train de dormir, puis bon, c'était pas l'idéal. Est-ce que tu te souviens du bombardement de la gare? Oh, mais c'était tous les samedis, ça. Tous les samedis, le bombardement de la gare. Ah oui. Ah oui. C'était pas le bombardement, la mitrailleuse. La gare a été La gare n'a jamais été bombardée. Ah si, la gare a été bombardée à la Libération. À la fin, on a des photos. La gare de Metz a été bombardée. Ah ouais. Non, tu n'as pas de souvenir de ça. Non. C'est pas grave. Est-ce que tu as donc un souvenir de comment avoir des chaussures, comment le ravitaillement les vêtements pendant la guerre? Tu as des souvenirs de la vie avec les tickets? Ah bah oui. Mais il y avait des tickets pour tout. De ce que j'ai pu lire dans des cahiers, des trucs que Même pendant la guerre, il y a un cousin, il venait de Paris, au ravitaillement, là, pendant la guerre, c'est très compliqué. Moi, j'arrive. avec les machines, piquer et ramasse. Mais ça, je ne l'ai pas connu. Moi, j'ai connu la moissonneuse, la lieuse, qui était tirée par 2 chevaux. Alors là, c'était merveilleux, parce que ça coupait le blé, puis ça le mettait en botte, puis ça le jetait par terre. Parce que les moissons duraient plus d'un mois auparavant. Oui, Donc là, on gagnait beaucoup de temps. ben, je te le dis, au départ, la moissonneuse, lieuse, elle ramassait les bottes, elle les mettait par terre. Alors après, quand ils étaient par terre, il
fallait les ramasser, les mettre en terriot, en tas, et les mettre tout droit. Ensemble, ils mettaient une dizaine de bottes, 12 bottes, ça fasse un tas. Puis après, il fallait venir avec les voitures pour mettre les bottes dans la voiture. Après, avec les voitures, il fallait qu'ils fassent des meules. C'est-à-dire, ça a des... Oh, il y a peut-être une vingtaine de mètres de diamètre. Puis ça montait en point. Comme ça, quand il pleuvait, ça ne mouillait pas. Ça mouillait moins. Puis après, ben, il fallait faire venir la batterie. Puis toutes les bottes, il fallait les remettre sur la machine. Et ça tu l'as fait aussi. Ah ben oui, mais oui, oui. Tout le monde se participe. Oui, oui. Puis il y avait la batterie. Puis après, dans le bout, il y avait le blé qui sortait d'un côté. Petit blé, il n'y avait rien de perdu. Hein. Le petit blé était mis de l'autre côté. Et puis la paille a été mise en ballot. Alors tout ça, il fallait les transporter à dos d'âne. C'est-à-dire, c'est les gens qui les transportaient, quoi. Qui en mettaient dans les greniers. C'était laborieux, hein, la moisson. Donc on va revenir au moment où tu es devenu pompier en 1949. 48, pardon. Tu es devenu pompier en 1948. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé à devenir pompier? Ben, ce qui m'a motivé, moi, c'est parce que ça me plaisait. Trompe-toi pas. Hein. Alors, je peux apporter une précision? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. L'élection de M. le maire, M. Robert Dumas, en 1947, Oui. pendant la Deuxième Guerre mondiale, le corps des sapeurs-pompiers de Metz était inexistant. Oui, ils étaient 4. C'est pour ça que je dis inexistant. 4 vieux. Voilà. Et Pas Vignon. le père Vigneron, et puis je ne sais plus qui d'autre encore. Rousseau. Ouais, le père Rousseau, exact. Et le maire de l'époque, M. Robert Dumas, qui venait d'être récemment élu, a souhaité reconstituer un corps de sapeurs-pompiers à Metz, un corps communal. J'ai bien dit un corps communal. Et il s'est rapproché de M. Eugène Mers. Il s'est rapproché de lui, qui était le directeur de la société Siporex. Et Eugène, après discussion, a facilement accepté. J'ai bien dit facilement accepté. Les conditions, il n'y en avait sûrement pas beaucoup. Oh, il y en avait, mais c'est un petit 22. Hein? Chacun Voilà. se démerde comme il peut. Voilà, c'est Parce exactement qu'il n'y avait ça. rien. Il n'y avait rien. À l'époque, il n'y avait rien. Rien. Il y avait tout à refaire. Monsieur Mers, le patron de chez la briqueterie, Siporex ensuite, c'est quelqu'un de très dynamique, comme on l'a dit tout à l'heure, un bosseur. Il a bien voulu, il a accepté. Je crois qu'on doit retrouver des documents un petit peu plus officiels que ce que je dis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour pouvoir reconstituer son corps? Ben, il a été voir chez lui, quand je dis chez lui, dans sa société. Et le premier qu'il a pu aller voir, il est devant toi. Il est devant toi. Alors, on est en 1948. Oui, 48. Il a 22 ans. Oui. Il est un jeune. Il est dynamique. Eugène le connaît bien. Il sait que Marcel, c'est un bosseur. C'est quelqu'un de sérieux. Eh bien, voilà. Marcel, tu vas rentrer dans le corps des sapeurs-pompiers communaux à Metz. Et puis tu vas rencontrer d'autres sapeurs-pompiers, le père Vigneron, qui était une figure Oui. chez les pompiers. Oui. Une vieille fille. Ouais, je n'ai pas dit vieille, une figure. Je l'ai aussi connu, alors je l'ai aussi connu dans tous les sens du terme. Et le corps est né. Ensuite, il a demandé à M. Desor,
qui est rentré aussi le même jour, inscrit sur la Mais liste. il était déjà ancien, lui. Oui, mais il a été renouvelé Oui, ce oui. jour-là dans le corps, le Oui. corps qui venait de se créer, hein, au 1er février 1948. Oui. Et puis quelques autres. Il y a eu aussi tous les employés communaux qui sont rentrés, hein, comme Georges Capet, Oui. comme tous ces gens-là. C'était facile, ils étaient déjà dans la commune. Donc quand on regarde la liste, on s'aperçoit qu'ils sont tous rentrés le 1er février 1948. Et le corps est né. Alors le corps, il est né sous l'impulsion de notre maire, hein, M. Robert Dumas, Ah oui. un homme aussi... ouais. Puis à Cyparex, on a été nombreux aussi. Et puis chez Cyparex, tout le monde travaillait chez Cyparex. Et puis tout doucement, tout doucement, tout doucement. Alors la petite histoire quand même, ce qu'il faut reconnaître, et ça je le reconnais, c'est quelque chose que j'oublie pas de dire, parce que ça touche Claude, mais ça touche tous les sapeurs-pompiers, ça touche tous les Messois et Messoises. C'est que M. Eugène Merce, quand la sirène sonnait, il laissait partir ses employés, sans distinction. Nous partions, on s'arrangeait entre nous, entre les employés, dans les équipes, pour ne pas gêner la production, mais nous étions autorisés à partir, porter secours aux gens, pour un feu, pour n'importe quoi. Si toute la sirène sonnait, Voilà, tout le monde partait. tout le monde partait. Et, on Et était- ça, on lui doit, ça a été maintenu tout le temps, jusqu'à la fin de la société Cyparex. Aujourd'hui encore, alors quand je dis aujourd'hui, c'est passé bien sûr, mais quand j'ai continué à travailler pour Cyparex, ça a toujours été le cas. Quel que soit le directeur, les directeurs successifs, ça a Oui. toujours été maintenu. Oui, oui. Et ça, tout- c'était quelque chose de très important. Ensuite, M. Merce, alors Marcel, et là on peut le citer, Marcel en avant, et il s'en rappelle mieux que moi, la tour de séchage des tuyaux au service incendie le long des écoles Oui, primaires, oui. c'est M. Eugène Merce qui l'a mis redressé avec Marcel, qui était son mécanicien, je vais être gentil, préféré. C'est Marcel qui a réalisé ça en structure métallique à l'usine. Elle a été construite à l'usine. Elle a été dressée, Marcel s'en souvient, par une grue qu'on appelait la grue éléphant, parce qu'elle avait une trompe comme ça pour lever les charges. Tu te souviens de ça, Marcel? C'est toi qui as fait tous ces trucs-là. C'est Marcel qui a fait tout ça avec notre ingénieur mécanicien Eugène Merce. Eugène Merce. Son principal maître, voilà. Oui. Ouais. On doit tout ça à Marcel. On pourrait encore aussi parler d'une construction de M. Eugène Merce, ingénieur mécanicien. Ça a été l'éolienne qui a été placée sur le moulin Saint-Éloi. Ah, Qui aujourd'hui, il ne reste plus que l'arbre, mais l'éolienne, les anciens, ils se rappellent. Alors, l'avoir tournée, c'est une chose, mais au moins l'avoir présente. elle a été fabriquée un an avant que je commence à Cyparex. Même mon père, il a participé Voilà. à la tour. Alors, c'était une étude qui avait été réalisée en 1936 et qui a été montée juste avant la guerre. Eh oui. Comment t'es monté un petit peu, tu as commencé à taper le fer sur la forge avec le marteau, avec la flairolette, tu as commencé à faire de la mécanique. Oh, moi, quand j'ai commencé, c'était plutôt avec M. Merce. Puis il faisait un peu de transport avec Galbrin, tu sais. Là. Ouais. Alors, on faisait les wagons. Et puis, après, tout de suite après la guerre, avec le matériel qu'on avait, avec les tours, puis les reboteuses, et puis toute la guerre, on réparait les moulins. Tu as réparé les moulins, Oui. Oui. c'est important. Oui, les pavillons, bon, tu sais, parce que c'était pas SKF, dans tous les moulins, c'était des paliers en bronze. Alors, les paliers en bronze, à la longue de tourner nuit et jour, hein, ça s'use, alors on faisait les paliers, puis des installations.
Là, c'était l'atelier mécanique qui était basé sur le site de la briqueterie. Oui. Alors on avait un entretien à Mandel, Ah oui. Jean-Lille, il y avait les Messes, puis Boutigny, puis on allait jusqu'à la Ferté. C'est des choses que les gens, aujourd'hui, par rapport à M. Mers, par rapport à la société de mécanique qu'il avait, ne savent pas. Parce qu'on imaginait exclusivement la briqueterie, on n'imagine pas la partie mécanique. Ouais, tu vois, c'est... Et on entend les gens parler de la société Siparex, hein, à partir de 1900, on va dire, allez, 52, hein, mais de 45 après la guerre jusqu'à 1952, la fin de la briqueterie, toutes ces choses-là, 1948, les gens, il y a un vide, il y a un petit peu un vide. Là, le plus gros travail qu'ils ont fait, c'était juste avant que je rentre. C'était au Moulin Neuf, de tourner la roue hydraulique. Ils l'ont montée sur un roulement à billes. Alors il fallait faire un aménagement pour monter un chariot, pour faire des copeaux, pour mettre Ajuster. l'axe À la côte. pour mettre. Moi, c'est le cas que j'ai fait, moi, c'était à Moigny. Pendant la guerre, j'y allais en vélo là-bas. Alors sur le site de Metz, on avait un tour avec un gros tour qui a existé encore très 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 longtemps, puisque quand je suis parti de l'usine en 1998, le tour y était encore. Hein, c'est un tour imposant sur lequel on pouvait se permettre de tourner des grosses pièces, des très grosses pièces, et sur lequel M. Mers et ses préférés, comme Marcel, par la suite M. Bray, Oui. ont pu travailler dessus. Des belles pièces. Ouais. Ah Alors, oui. moi aussi j'y ai travaillé, mais pas autant que. Oui. J'ai déjà après les tours. Hein. Il y avait des fois des choses bien compliquées. Alors, tu es passé contremaître chez Siporex, alors après est arrivée la société Siporex, Oui. Oui. et tu es passé contremaître là, à ce moment-là. Ben oui. Oui. Ah ben avant, j'avais vécu entre deux chaises. Parce que j'ai habité pendant 4 ans à Siporex, tout ce qu'il y a les bureaux. Après. À ce moment-là, tu sais, il y avait des hivers. Et puis c'est là que... Alors, pas les bureaux, pas les derniers, hein, pas les bureaux Au-dessus. juste à côté sur la gauche. Il a Oui, habité là. Tu t'es marié en quelle année? Hein? Tu t'es marié en quelle année? En 50. 50. Eh oui. Oui. 9 septembre 50. Alors, j'ai été pendant 3 ans chez les parents. Et puis après, ils m'ont demandé d'habiter là où c'est qu'il y a les bureaux. Alors là, j'ai vécu entre deux chaises. Parce que la sablière, c'était jeune. Puis la briqueterie, c'était un autre. Alors ça fait que quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, allez, et Marcel, viens voir, il y a ça qui va pas. Il était sur les deux sites. Alors ça fait que j'y allais. Puis après, je disais au patron que j'avais été pendant 1 heure, 2 heures. Puis après, je recommençais le boulot. Ouais. Tout le monde. Oh, parce que à ce moment-là, on ne faisait pas. Hein. Puis je faisais le concierge. Tu faisais. Et à tes loisirs, tu faisais les jardins. Hein? Pour moi, tu es le jardinier de Metz. Ah ouais. Oui, aussi. Hein. Ah bah oui. Ça fait partie intégralement de ta vie. Moi, je t'ai connu
dans ton jardin. Ah, ben oui. Ah oui. Ah, ben ça, le jardin, c'était sacré. Il y avait quelques Ah, personnes, bah, c'est vrai, dans Metz. avant, il n'y avait que des jardins. On était beaucoup, Très proche dans le jardin. beaucoup, Très proche, hein. ouais, ouais. Oh, il y avait bien 80 personnes. Ouais, ouais, il y avait 80% de personnes dans le jardin. rue de Tramroll, Villamet, rue de Courtille, là à droite, c'était que des jardins. Ça faisait partie de la culture messoise, ce jardin. Ouais. Ouais, Ah, on peut le dire. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais, Oh, et le partout. concours, Marcel, tous les ans, le premier à avoir des salades. Toujours le premier à avoir des salades. Non, mais, Pour passer devant. non, mais à ce moment-là, même pendant la guerre, tout le monde avait ses jardins. Hein. Il n'y avait pas de terrain en friche. Hein. Pendant la guerre, c'était sacré. Hein. Des légumes, moi, des légumes, j'en avais jamais acheté. Jamais. Il y avait toujours tout ce qu'il fallait. L'avantage de la campagne. Pendant la guerre, ça sauvait tout le monde. Hein. Ça, c'était sacré. Qu'est-ce que tu veux? Après, ben, il y a eu moins. Il y a eu moins. Alors, sur le plan professionnel, le démantèlement de la briqueterie. Le démontage de la briqueterie pour aller vers la société Ciporex. Oui. La transformation de la briqueterie pour fabriquer du béton cellulaire Ah, mais oui. dans les années 50. Oui. Je tire un raccourci dans les années 50. Oui, oui. Et là, tu te rappelles un petit peu de ces grands moments? Oh, ben, il fallait tout démolir. Hein. Ouais. Et beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de choses à démolir. Parce que la grande salle a été occupée Ouais. que par des presses. Que par des presses, des grosses presses, Des grosses presses. Hein. des grosses, très grosses presses. Et puis, c'était des temps difficiles. Hein. Et puis, il y avait aussi les fours, Les autoclaves. les autoclaves. Hein. Il fallait beaucoup de main-d'œuvre. Puis à la briqueterie, il y avait des femmes qui travaillaient, comme Micheline Capet, Josette. Josette. Voilà. Les femmes qu'on retrouve toujours un peu partout. Elles faisaient le même travail que les hommes, non? Elles faisaient quoi comme travail, les femmes à la briqueterie? Que c'était dur. Oh, c'est dur. Hein. Voilà. Puis la machine à tourner, hein, il fallait déblayer. Hein. Il fallait s'allonger sur les wagonnets pour mettre les briques. Puis les espacés de 2 cm, ils étaient espacés, ils n'étaient pas Ils n'étaient pas collés. en appui les unes sur les autres. Alors il fallait les empiler sur les wagonnets, puis après les wagonnets, il fallait les mettre dans les autoclaves. Il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Hein. Puis c'était dur. Puis après les couvercles qu'il fallait fermer avec les clés, disons, il y en avait des tours à faire. Voilà. C'était des boulons de diamètre 70, de code 70 mm. Et il y en avait toute une ribambelle, ça je me rappelle, pourtant j'étais tout petit, hein. Mais je me souviens que les gens y basculaient, mettaient le couvercle en place, un peu comme les cocottes minutes de d'antan. Hein. Et puis pour les enfourner, il fallait pas aller trop vite parce que. Les tuiles y badulaient, les briques y badulaient. Oui, oui. Alors, Je me rappelle bien de tout ça, j'étais gamin, mais c'était un travail assez délicat. Hein. comme on logeait chez M. Mers, on était souvent avec lui dans l'usine, avec mon frère Michel. Et on voyait tout ça, quoi. Alors même si on ne le voyait pas avec le même regard que je peux en avoir aujourd'hui, je me souviens, quoi. Je me souviens de tout ça. Ah, c'était du travail dur. Hein. Et ensuite, la grosse modification qu'il y a eu, c'est dans les années 60, où là, une grosse transformation de l'usine, un petit peu même avant 60, hein, dans les années 55, Oui. pour fabriquer du béton cellulaire. Là, C'était autre chose. ouais, là c'était autre chose. Ouais, là c'était autre chose. Donc les premières maisons, et la première maison faite en béton cellulaire français, puisque la première usine de béton cellulaire en France, c'est bien à Metz. Et la première maison, elle a été construite en 1954. C'est la maison qui se trouve rue de Bépuis.
Et puis dans la foulée, bah, celle-ci, hein, où est Marcel. Oui. Marcel, il est, si Oui. je ne me trompe pas, depuis 1957, Oui. c'est ça. Oui, 57. Monsieur Mers, un petit peu avant, hein, sa belle maison, là. Et puis toute Non, il celle, l'a fait après. puis toute celle-là, quoi. Toute celle-là, Oui. quoi. Voilà. Oui, oui. Ouais. Oui. Ah, ben, Dieu. Et là, je pense que dans le secteur de Metz, tout le monde a travaillé chez Ciporex. Ah, ben ça. Tout le monde. Tout le monde est passé chez Ciporex. Ah oui. Moi, j'avais mon papa qui y travaillait en 1953. Avec Mon ton frère. père, tu sais, on a eu de la veine. Hein. Bon, oui, ben, je vais la raconter après, celle-là. En 1954, c'est mon frère Jaco qui a 14 ans qui y rentre. Juste avant 14 ans, il travaillait chez Citron, Madame Durand, la ferme. Oui. Et puis à 14 ans, le 8 décembre 1954, il a eu 14 ans. Il a basculé chez Ciporex, comme mon frère Michel en 63, comme moi en 65. Oui. Et tous mes frères ont travaillé chez Ciporex. Oui. Alors, puisque Marcel s'apprêtait à le dire, mais je vais couper court, puisque c'est arrivé à mon papa. Et ça, je m'en rappelle, et je pense qu'il n'y a pas que moi qui s'en rappelle dans l'Est, puisque ça avait réveillé tout le monde. Le 4 avril 1962, il est 6h30 du matin. Mon papa est au travail depuis 5 heures. Et il est au poste de dosage, c'est-à-dire il prépare la boue qui sert à faire du béton cellulaire, à couler dans des moules de béton pour fabriquer du béton cellulaire. Mon papa est à l'étage, dans la tour de dosage, qu'on appelle la tour de dosage, et il est appelé au rez-de-chaussée par quelqu'un, je ne sais pas qui, mais il est appelé par quelqu'un au rez-de-chaussée. C'est pas tout à fait ça. Parce que il était en panne Oui, au dosage. oui, tout à fait. Donc, il est venu pour me le dire. Oui, Et moi, d'accord. J'étais En bas, malaxeur en bas, juste en bas. J'allais te dire. en bas, et puis ça fait boum, explosion. Tu sais, si j'étais monté tout de suite, on était tous les deux. Si papa était resté tout seul au moment de l'explosion, il serait Ah, pas là aujourd'hui, oh, il n'aurait pas été là pour Oh non, parler. oh non, non, non. Non, on a eu le bol. Je sais. Alors si un jour tu veux des photos de ça, j'en ai. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça a explosé. Mais pourquoi? En fait, c'est les poussières qui étaient en suspension avec l'aluminium et puis tout ça. Oui, la poudre d'aluminium, c'était très très dangereux parce qu'elle était vraiment, quand elle est livrée, elle est en bidon, mais il y a de l'huile dedans, ça risque pas, ça ne risque pas d'exploser. Mais après, Pierre Bourgeois, avec les études, il prenait donc cette poudre dans les études pour les sécher. Puis, il fallait avoir l'œil, hein. Père Bourgeois, tu sais, on a plein le pied d'œil. Vraiment, c'était très dangereux. Il fallait avoir l'œil. Alors, c'est ça qu'on s'en servait, puis c'est ça qui a explosé. Ça fait quelques dégâts dans la tour de dosage. Ah ben oui, Quelques dégâts. on était 8 jours. Ouais. Mon Il y a eu papa, enquête. mon papa a passé beaucoup de journées à la gendarmerie Oui. pour enquête, Ah ben oui. pour Pour comprendre pourquoi il n'avait rien eu. Oui, D'accord? Tu vois? oui. On a eu de la chance ce jour-là. Ouais, un gros ciel. Du pot, hein. Du pot. Et puis moi je me rappelle pas parce que mon papa me l'a raconté, je me rappelle parce que je l'ai entendu. Hein. Oui, oui. En 62, j'avais 13 ans. Hein. Tous les deux, on aurait pu. Moi, j'aurais monté tout de suite Ah, avec lui. c'est ce que je dis. Hein. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Alors, les dégâts à l'intérieur de la tour de coulée ne sont pas importants. Pourquoi? Parce que c'est du matériel qui est très solide. C'est que des cuves, c'est que des... Hein? Des murs, c'est 1,50 m alors. Donc c'est très 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 costaud, très résistant. Hein? Ça n'empêche que ça a réveillé tout Metz, quoi. Ah, ça fait boum, hein. Ouais. La chance. Ben oui.
C'était pas l'heure. Après, tout le chef d'équipe arrive, Oui. monsieur Robert Cyprien, Oui, Robert. monsieur Bray, Vrai. qui était là depuis... Ben, c'est que quand la sucrerie a fermé, que il paraît que c'est un... Lucien Bray travaillait à la sucrerie. Depuis la guerre, on va dire, depuis la fin de la guerre. Il Oui. travaillait à la sucrerie. Ah Et oui. quand la sucrerie a fait sa dernière campagne en 1964, il a continué jusqu'en juillet 65 et il a commencé chez Siporex le même jour que moi. En juillet 65, le 13 juillet 1965. C'est pareil, quand le taco il a arrêté, Monsieur Merce il avait repris tout le personnel du taco. Il y en avait de Bouville qui venaient, Et oui, et tout le personnel. il était très... Ouais. Tout le personnel du taco, il y a Monsieur Poursolo aussi, Ouais. qui était chef de gare, taco. Eh oui. Bah, tous ces gens-là, S'il faut, il a récupéré tout le monde. les Lecomte et tout ça. Eh oui, oui. Eh oui. C'était un peu la maison du bon Dieu. Là. Siporex. C'était une maison familiale. Comme on le disait tout à l'heure en aparté, c'était... Un autre monde qui n'existe Ah, plus. c'était le bon cœur. un autre monde. Qui n'existe plus. La personne qui était en difficulté, une difficulté familiale, il pouvait compter sur eux. Il pouvait compter sur la famille de M. Merce. Ouais. Oui. C'est comme pendant la guerre, tu sais. On aurait pu décorer aussi Alice. Parce qu'elle était avec les Allemands là-bas, à Béliba. Elle était comme secrétaire là-bas. Alors quand il y avait des prisonniers qui revenaient d'Allemagne et tout ça, pour avoir les papiers, à la préfecture, on avait des Allemands là. Redis-moi son nom, qui était-ce? Alice Merce. Alice Merce, d'accord. La sœur D'accord. à Eugène. D'accord. Ils étaient arrivés ensemble. Hein? Parce que comme ils étaient suisses, de nationalité suisse, hein. Puis suisse-allemand. Alors ils parlaient l'allemand couramment. Alors, les Allemands, ils avaient leur quartier général à Béléba, puis Alice, elle était comme secrétaire, donc comme, je sais pas quoi, mais peut-être élevée un peu, j'en sais rien de ce qu'elle était, mais enfin. Alors quand il y avait des soldats qui avaient été prisonniers, puis qui travaillaient en Allemagne, quand ils revenaient en France sans permission, ils ne voyaient plus. Alors, Alice, à la préfecture, elle t'entend dessus, puis le gars, il était sorti. Hein. Ça, on n'a jamais parlé de ce truc-là. On n'en parlait pas, les gens n'en parlaient pas. Et d'ailleurs, tu n'avais même pas le droit d'en parler, tu ne pouvais pas en parler. Je n'étais pas. Hein. Tu sais, on aurait pu la décorer. Hein. Parce que tous ceux qui revenaient en permission, tu sais, ils revenaient, ils ne retournaient plus. Ah, il y a eu beaucoup de monde qui a travaillé quand même à l'usine. Hein. Ah oui, Ouais. ah oui. Alors, ben, quand l'usine a commencé, tous ceux qui étaient dans l'agriculture. Bah oui. Je voulais en dire deux mots aussi. Ah, T'as des gens comme. On peut le citer parce qu'il veut bien, je lui en ai parlé. tous les babos. Tous les babos. Laurent Raymond, son papa. Hein. Laurent, son papa. Ben, il travaillait chez Siporex. Et au mois de juillet, dès que la moisson a commencé, eh ben, il travaillait plus. Il était remplacé par quelqu'un d'autre.
Moi, je l'ai remplacé à son poste de travail quand je suis rentré en 1965, parce qu'il a fait sa moisson. Il conduisait un pont roulant, et ben, j'ai pris sa place pour conduire le pont roulant. Armand, il s'appelait Armand, ce papa. Oui. Et puis il revenait quand la moisson était terminée, quand c'était l'époque d'autre chose, et ben, il était absent 8 jours, 15 jours. Et puis quand il n'avait pas de boulot sur les terres, sur ses terres, et ben, il revenait travailler. La porte était ouverte. La maison était ouverte. Ah oui, oui. Les gens étaient là. Ils pouvaient travailler comme ouais. Et ça n'a pas été des exceptions. C'était tout le temps comme ça. Il connaissait le boulot. Ouais. Et puis il savait. Il arrivait, il connaissait déjà le travail, il savait déjà ce qu'il avait à faire. À ce moment-là, il n'y avait pas de pointeuse. C'était correct. Hein. Puis il y avait le canon aussi. Ben si, on peut en parler. C'est un plaisir. Les plaisirs de la vie. Oui, puisque vous parlez de ça, je vais en parler. Bah oui, les plaisirs de la vie, c'est essentiel. Une vie sans plaisir n'est pas une vie. Oui. Ça fait partie de la vie des sociétés d'avant, on va dire d'avant. Aujourd'hui un peu moins, mais d'avant. Oui. Et d'avant, c'était ouvert, c'était comme ça. Alors moi, j'ai une petite histoire à raconter. Tout le monde sait que je ne bois pas. Et ma première journée de travail à la cour, alors je dis à la cour, c'était l'endroit où on tenait le balai, la brouette, et puis qu'on ramassait les déchets un peu partout. Mon chef, j'arrive à 7h30 le matin, mon chef c'est monsieur Marcel Sagot. Marcel, vous êtes d'accord? Oui. Une figure. Marcel Sagot, c'est quelqu'un qui travaillait chez Siporex, mais avant, il travaillait à la commune de Metz. Il travaillait avec le camion et il ramassait les poubelles dans les rues. Oui. C'est le travail, voilà, ils ramassaient les poubelles avec le petit camion et ils allaient mettre ça dans leur décharge là-haut, en face de Patouillat. Hein? Non, c'était derrière. Oui, après c'était derrière. À Courty, oui. Après. Ah oui, il y avait au Patouillat en premier. Oui, au Patouillat à droite du Patouillat. À droite. T'inquiète pas, je sais. À la droite. Et puis, j'arrive pour 7h30, pas en retard. Je rentre dans la petite cabane à Marcel, Oui. qui est au milieu de la cour, là-bas au fond. Toute ma vie, je vois. Toute ma vie, je peux pas. C'est impossible que j'oublie. J'ai 16 ans, hein. J'ai 16 ans. Tout penaud, dans le coin du mur, là, dans le tableau de la porte. Bonjour messieurs. Il y a monsieur Sagot qui est assis à son bureau, plutôt la petite table. Oui. Oui. Et puis devant lui, des verres. Des petits verres ronds, là, comme ça, là. Hein, ouais, des verres. Puis au milieu des verres, là, la bouteille de blanc, 5 étoiles. Posez là. Et là, quelqu'un prend la bouteille, je ne sais pas si c'est Tricule ou si c'est quelqu'un d'autre. Oui. Tricule. Un père Tricule. Je ne sais pas si c'est lui ou... Il habitait aussi à Siporex. Ouais, oui. Pour la bouteille, et... ouais, hein, à côté de Chibeta, hein. Et là, qui fait des allers-retours au-dessus des verres, les verres se remplissent, ils se servent. Il en reste un. Père Sagot est allé. 16 ans. Ça, dans toute ma vie, je m'en rappelle. Moment délicat. C'est impossible à voir ça. Ah, puis, Bétain, c'était à la cave. Ah, c'était la cave. Il y avait la cave à côté. Oui, c'était des Italiens, très gentils. Hein. Et Jacob, Bétain. Jacob, Bétain. C'était avec le camion du familistère qui montait là, qui livrait les casiers de bouteilles. Et puis la cave était ouverte, puis les gars ils payaient ou ils payaient pas, mais enfin ils prenaient la bouteille quoi. Ils te servaient. Ah oui, c'était héroïque. Ouais, et puis après arrivent les années 60, 62, Eugène Merce nous quitte la société Siporex pour de nouveaux horizons. Oui, oui. Et ça a été tout à fait. Là, ça a été compliqué. Alors, je n'y étais pas encore, bien sûr, mais en 62, les employés, l'ensemble des employés, qu'ils soient
récemment embauchés ou plus anciens comme Marcel. Ben oui, Ça a été le grand coup. Le grand coup. oui, Ça a été dur. oui, oui. Ça a été dur pour eux. L'usine venait d'être modernisée un tout petit peu dans les Oui. années 60, 62. Hein. C'est là qu'il a commencé à Pointeuse. Voilà. On a commencé voilà, tout est devenu un petit peu plus carré. Et moi, C'est C'est une structure, difficile à accepter. Ça a été pour les employés. Alors, je travaillais pas, hein. Je travaillais pas, mais j'avais un regard autre par papa, par toutes celles et ceux que je connaissais, et aussi par Monsieur Mers que je connaissais bien entendu. Ah oui, Ouais, ça a changé, ça a changé. Ça a changé. ah oui. Là, la mentalité a changé, hein, de tout, partout. Ouais. Ça a commencé entre le personnel. Ouais. Et- c'était moins bien. Ouais, le personnel, alors le personnel, les anciens et tout ça, et puis ceux récemment arrivés, avec des niveaux autres, et puis des responsabilités dans l'usine autres. Ça a commencé à Regarde. évoluer. Regarde les chefs d'atelier qu'on avait. Moi, j'ai été casser des cailloux. Hein? Hein, ouais. Moi, ils ne voulaient plus me voir. Hein. J'avais été convoqué au bureau, là-haut. On vous renvoie. On m'a envoyé. J'avais déjà pas mal d'indemnités. Hein. C'était avec qui ça, comme chef que tu avais là, à cette époque-là? Champagné. Hein, oui. Hein, tu te rappelles bien de lui? Ah oui. Oui, j'étais chef. Et puis, à ce moment-là, il y avait des hivers. Puis je vois Touratier. Tu sors, il était tout noir. Je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Touratier, c'est un chef, comme Marcel, chef d'équipe mécanique. Oui. Alors, au changement d'équipe, je dis, comment ça se fait que t'es noir comme ça, non? Ben, il dit, il faut qu'on fasse du feu, là, tout à Trémy, parce que le sable, il est léger. J'ai fait ça. J'ai fait des mois. Moi, j'ai dit au gars, moi, je vais pas, hein. On y va pas. Faire du feu en dessous d'une tôle, avec la quantité de sable qu'il y a dessus, comment tu veux chauffer ça, toi? Mais il faut être complètement idiot. Hein, dans le sous-sol, comme ça, faire du feu. Le trémie, la tôle à peut-être 5 mm, puis il sort dessus, puis avec un bidon, un gasoil en dessous. Bon, je lui dis non, mais ça va pas, non. C'est là que je me suis trouvé en difficulté avec mon supérieur. J'ai été casser les cailloux. Avec Villard, il était sur la grue, là. Et moi, j'étais dans le bord, là, trier les cailloux. Et, je dis, hé, ça va pas? Je suis bon à casser les cailloux, je vais tourner la pièce. Non, mais je lui dis, ça va pas, non. Ça fait que je suis revenu à l'atelier, c'est quand ils ont monté la scie. Tu sais, la grande scie en dessous là, regarde. J'allais dire, 1965, c'est l'année où je suis arrivé. Oui. Oui. La scie Ilmer. Oui. Il m'a dit, il faut un gars avec lui. Alors, elle triait les cailloux, moi je suis venu avec lui. Puis c'est là que je suis rentré. Tu es revenu à l'atelier. Et moi, là, 1965, quand je suis rentré en production, alors à la cour avec Marcel Sagot, mais pas longtemps, ils m'ont tout de suite muté en production, conduire les ponts roulants, ben bref, que du travail de production. Et en fin 65, j'espère pas me tromper, non, fin 66, pardon, j'ai été viré de la production parce que j'étais pas arrivé à l'heure. J'étais arrivé avec quelques minutes de retard parce que j'étais passé à l'atelier saluer tout le monde que je connaissais bien, puisque j'avais travaillé aussi un petit peu à l'atelier avec eux pendant les congés, avec Touratier et puis autres.
J'ai été viré par M. Ligier, qui était chef de production à l'époque, Oui. et j'ai été viré au chargement, hiver 65-66. Et là, c'est moi qui ai coupé toutes les dalles de la scie, du bâtiment de la scie de mer, le gros bâtiment, avec une scie que Marcel a réalisée. Je parlais d'une scie tout à l'heure, que Marcel a réalisée avec Eugène Mers, qu'on appelait la scie du Parc Nord. Je me rappelle de cette scie. J'ai coupé toutes les dalles. C'est seulement quand malheureusement mon papa nous a quittés en 1967 que M. Champommier, chef d'atelier, des ateliers mécaniques, et M. Claude Jevaux, chef des expéditions, sont venus me voir tous les deux un 12 juillet 1967. Et M. Champommier m'a demandé si je voulais bien rentrer comme électricien à la maintenance, parce qu'il n'y en avait pas. Voilà. Et c'est le lendemain, 13 juillet 1967, que je suis rentré électricien chez Siporex, dans l'équipe à M. Guy Touratier, puisqu'il y avait plusieurs équipes. Il y avait l'équipe à Marseille, il y avait l'équipe à M. Bray, qui était à la journée, On était à la tour d'équipe. et l'équipe à Robert Cyprien, qui tournait en 3-8. Et j'ai commencé avec lui. Ah, t'étais fort en électricien. C'était la spécialité, attention à l'électronique, parce qu'il y avait pas mal d'électronique sur les soudeuses, J'ai commencé là. Avec les tireuses, et puis... Alors, j'ai pas trop été dans l'équipe à Marseille, comme électricien. Non, moi, c'était... Bourget. Oui, alors, Bourget, c'était un électricien qui nous a quittés pas longtemps après et qui est devenu forain. Oui. Il tenait un manège d'auto-scooter parce qu'il s'était marié avec une jeune femme qui était de Malesherbes et qui tenait... Le père déjà, il avait coutelier, là. Coutelier, oui. Oui, oui. Vous saviez pas, là. Ouais. Tout partout, là. Tu vois, on se trompe pas, hein. On est synchro. Oui, oui. Après, il a eu un mécanicien qu'il a gardé toute sa vie, Marol, avec qui il partait en vacances, même comme c'était pas une année complète pour être sûr d'être ensemble, ben, ils partaient en vacances ensemble. Oui. À l'île de Ré. Ils allaient à l'île de Ré. À l'île de Ré, oui. C'était sacré, ça, l'île de Ré. Avec Marol. Ben, c'était bien. Tous les deux, là, on partait. Ouais, en famille. On se retrouvait là-bas. 3 semaines. Et puis il y a Marcel Paillet qu'on n'a pas évoqué, que moi je l'ai connu, c'est le sportif. Ouais. Parce que Marcel, quand même, moi je l'ai connu en short, et je peux dire qu'à la course à pied, Marcel, c'était pas rien. Alors, ben, c'est quand les jeunes sont arrivés. Là. Ouais. Alors les jeunes sapeurs-pompiers, hein, dans les années, on va dire 70, un petit peu avant même. Bon, moi j'ai commencé en 1970, Patrick Chailloux en 1970, quelques autres aussi, d'autres. Alors moi je faisais pas du sport, j'étais pas sportif, mais beaucoup de jeunes ont fait du sport. C'est là que des vieux là, qui sont partis, on n'avait plus beaucoup. C'est là qu'on avait fait appel à des jeunes, quelqu'un qui voulait venir. Puis c'est là qu'ils sont venus à 6 ou 7, là, disons. Ouais. Puis avec Robert, et puis... Il y avait encore le lieutenant bourgeois, René. René, on s'est réunis tous les trois, puis on dit, ben, dis donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes-là? Ben, il va falloir les occuper un peu quand même, et faire remettre. Alors, on s'est donc tous regardés. À mon le compte, il dit, moi, je peux pas, René, il dit, je veux bien m'en occuper, mais c'est tout. Mais il faut qu'il y en ait un qui les emmène quand même. Toi, tu fumes pas. Allez, hop. Bon, pour la remède. Alors, me voilà avec une équipe, là, ils sont venus à 6 ou 7, là, dis donc. C'était pas rien, tu sais. Fallait les réveiller le matin, là, des fois on partait à 5 heures, non. Ils se sont couchés 1 heure. Non. Tu parles, puis la cigarette, puis... Moi, Alors, il fallait taper à la porte.
Moi, Puis, des fois, comme je finissais à 5 heures, des fois on partait à 5 heures. Alors, plutôt, je quittais plutôt ce qu'il faut pour me débarbouiller un peu pour prendre ma douche et courir. Puis pour aller courir, il fallait faire courir les jeunes. Aller prendre une poignée d'ortie là, pour chatouiller un peu les fesses. mais je sais que Mais Marcel était il y en toujours a qui devant. il y en a qui étaient forts. Hein. Non, moi je sais qu'il y en a beaucoup qui devant faisaient le coq, mais derrière ils en bavaient, je peux te le dire, j'ai des témoignages. Hein. Ils en pouvaient plus. Ah, il y en a qui couraient bien, hein, comme Chaillou, Bourgeois, tout ça. Ouais, ouais. Il y a eu mon frère, Michel, qui a été aussi un petit peu avec eux, Michel, mais pas longtemps, à la demande du lieutenant Bourgeois, parce qu'il savait qu'il courait bien. il y a eu Godin aussi. Ouais. Ah, on était une bonne équipe, hein. Quand on est arrivé, on avait ramené pas Il mal y de avait, coups. il y avait Dédé aussi, Frangin. Il y avait Petit Claude Capet, il y avait tous ces jeunes-là qui Oui, sont oui. aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, bon. En plus c'était visuel, quand on vous voyait. Ah, et puis, Ouais, ouais. c'est pareil, quand on courait, il fallait 5 seniors, et puis il fallait une vieille pointe. Alors, sans ça, on n'avait pas de coupe. Je sais. Je sais, j'ai fait qu'une course dans ma vie avec les sapeurs-pompiers, c'était à Étréchy. On m'a obligé à la C'est faire. pour ça qu'il y a... On m'a obligé à la faire. On m'a dit, Claude, tu fais la coupe, tu fais la course, parce que sinon on n'a pas de coupe, il nous manque quelqu'un. Voilà. Oh. Donc j'ai enfilé un short, une paire de tennis, et je... Quelle année c'était ? Ah, Et puis, alors, il y a eu du bon temps. ouais, alors nous c'était la grande époque du lieutenant Bourgeois René, Oui. Hein. Oui, il était très débrouillé. Hein. qui était responsable des, on va dire, des crossmen du département, Oui. hein, du département Oui, de oui. l'Essonne. Oui, oui. Il s'en occupait super bien, il était apprécié de tous, Ah oui. de toutes les casernes Ah oui. et de tous Il les était coureurs. connu. Il était connu. Malheureusement, il nous a quittés un 29 novembre 1973. Un accident. Accident de la route. Il a voulu doubler, puis il y en a un qui venait en face. Voilà. Il travaillait à l'époque au BEA, là, au boucher. Monsieur Au CEA. Oui. Ouais. Oui. Mais là, c'était un homme. Lui, c'était un. Eh oui. Et le vélo, qui a compté dans ta vie le vélo? Oh, je n'ai jamais fait de haute compétition. Non, mais on t'a toujours vu sur un vélo, quand même. Ah, Marcel. Alors, le vélo, la brouette et la binette. On est d'accord. On est d'accord. À la preuve, je suis rentré, il n'a rien. Il était. cabinet. Ah, mais Ah oui, Marcel, c'est. ben, c'est ma vie. C'est bien, mais c'est bien, mais c'est bien. Puis je regrette pas ce que j'ai fait. Exactement, faut pas arrêter. J'aurais peut-être mieux fait. Tu sais, hein. Je peux toujours mieux. Mais malgré tout, dans l'ensemble, je suis pas mal estimé. Tout le monde Je t'aime. pense, toujours. Oh, tu sais, Marcel, hein, je vais te dire, on ne serait pas là sinon. Mais si, Marcel. Ouais, ben, qu'est-ce que tu Moi, je veux? vais te dire, t'es quelqu'un que j'apprécie beaucoup, mais c'est pas la peine que je te le dise, tu le sais. Je peux le dire à ceux qui écouteront un jour. Les gens t'apprécient, les sapeurs-pompiers de Metz, les anciens particulièrement te connaissent. Ah ben là, Te connaissent, mieux que moi, je le connais. te reconnaissent comme quelqu'un de très, très, très bien. Voilà. Ah oui, des pompiers, je suis pas mal Bah estimé. oui, bah oui. Tu sais, c'est comme tous les anciens de chez Siporex. Si je rencontre demain Roland Babot, tous ces gens-là, Oui. si je leur parle de toi, bah Marcel, bah oui Marcel, bah oui Marcel, Marcel. Mais j'étais toujours repris avec les murs, alors. Bah oui, mais oui, mais oui. Donc, Toujours repris avec les murs.
Non, non, c'est... Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Non, Hein, c'est- puis tous les ans, quand je vais à Sainte-Barbe, il y a ce qu'il faut. Ah ouais. Puis là, c'est la grande fête ce week-end, hein, pour les 40 ans de la caserne. Parce que à chaque fois que j'y vais, après le café, il y a ce qu'il faut. Alors, en arrivant, il me dit, t'as pas oublié la bouteille, non? On est plus sage qu'avant, quand même. On est beaucoup plus Non, sage qu'avant. non, mais je parle, après le café. Oui, oui, ben, Après le café. c'est fini, ça. Moi, monsieur Mers, quand j'ai appris son décès il y a quelque temps, ouais. Alors, on sait bien qu'on n'est pas éternel sur cette terre. La machine, je l'ai encore devant les yeux, je la vois là. Il m'a expliqué tout ça dans son bureau, dans la maison qu'elle a là. Oui. Et voilà, il l'a jamais mis en œuvre. Il l'a jamais mis en œuvre, cette machine. Sauf que moi, un jour, je l'ai vue. Et je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue en 1973, non, 72, pardon, au mois de novembre 1972. Je venais de me marier et j'étais invité à l'inauguration de l'usine de Manuel-sur-Cèze, près de Nîmes, où là, j'étais invité par M. Sandlin et M. Swenson, le président directeur général de chez Siporex, qui m'avait invité à l'inauguration de l'usine. Et il y avait Guy Touratier, puisqu'il était parti là-bas en 1971. Je devais y aller, mais moi, je n'ai pas voulu y aller. Et comme je n'ai pas voulu y aller, ils m'ont invité à l'inauguration en 1972. J'y suis allé avec mon épouse, et là, j'ai reconnu la machine que M. Eugène Mers, ingénieur mécanicien, avait dessinée. Et elle était en fonction. Ouais. Alors tout ça, ça bouleverse un peu, hein. Bien sûr, bien sûr. Et, ça, beaucoup de choses, hein. Comme le basculateur. Là. Oui, oui, c'est ce que je dis. C'était une figure. C'était une figure. Hein. Il faut voir ce qu'ils ont fait ensemble. Pas avec moi, hein. Je parle pas avec moi. Hein. Je parle avec Marcel, avec des personnes. Il y a des grosses bobines qui je sais pas moi. On ça peut faire. Ils étaient hautes comme ça, alors comme ça. C'était 500 kilos. Oui. Avant, il fallait basculer, faire tout un tas de gymnastique. Puis ça fait, il a fait les plans, puis c'est moi qui l'ai fait. Là. Ouais. Il y a des souvenirs de messe qu'on n'a pas évoqués, qui sont la foire de la Sainte-Catherine. J'aimerais avoir tes souvenirs de la Sainte-Catherine, ça c'est important. Oh ben avant la Sainte-Catherine, c'était la Sainte-Catherine, hein. Pas comme aujourd'hui. Hein. Raconte, justement. Avant la Sainte-Catherine, tout le pays, là, la veille, il était déjà complet. Puis il y avait les chevaux, Alors il y avait tout. il y avait des vaches, il y avait des moutons, Il y avait des cochons, il y avait des poules, des il poules. y avait des clapiers, il y avait des lapins. Voilà. Il y avait les animaux qu'on peut avoir chez soi ou dans la ferme. Ah oui, tous. Ouais. Une fois. Alors, Puis, vas-y Marcel, vas-y, je t'écoute. hein. Puis il y avait des marchands de tapis, là, avec leur grand camion. Allez, hop, ils bazardaient ça pour 3 fois rien. Ah, Sainte-Catherine, avant, c'était sacré, hein. La Sainte-Catherine, elle commençait sur le boulevard, devant chez Citron, à peu près. Elle remontait tout le haut du boulevard, de part et d'autre. Oui, puis il a fait. Route de la Ferté, à la hauteur de, on va dire, la maison de retraite. Après, il y a la partie fête, Ah oui. qui se déroulait devant chez Desbouilles, de tout ce petit secteur-là, Oui. le haut du boulevard. Oui. Et puis après, il y avait la foire autre que la foire à bestiaux, on va dire, qui était sur la place, comme aujourd'hui encore, mais qui était d'une implantation complètement différente. Ensuite, alors, 2 années pour ma part mémorables, 1957 avec la piste de ski,
Alors, la piste de ski qui s'est faite une fois. Alors là, les gens, ils veulent pas me croire, mais je m'en fous. Hein. Une fois sur la place du Jeu de Paume, sur la grande place, et une fois devant le café du commerce, là où il y avait la pompe à bras, là, hein, et on descendait. La roue, il y avait la roue. Hein. Alors, je n'ai pas de photo de cette piste de ski, mais je pense que des gens dormaient ce long. Moi, je ne l'ai pas. J'ai des traces, mais j'ai pas de photos, j'ai pas de souvenir. Au Jeu de Paume, non, j'ai pas. On a en face du café, là, oui, j'ai deux photos. Ouais. Au Jeu de Paume, j'ai pas. Alors celle du Jeu de Paume, elle était un petit peu plus élancée, elle était dans l'axe du donjon de l'église, dans cet axe-là. Et puis de part et d'autre, il y avait la fête. Alors, cette piste de ski, alors les gens posent la question, mais pourquoi il a été réalisé une piste de ski? Eh ben, c'était dans les grandes années où on relançait les vacances à la neige. Hein, c'est pas nous qui le relancions, c'était l'État qui relançait ça. Il fallait partir à la neige, partir faire du ski, comme les années avant où il fallait aller à la mer, pardon. Ben là il fallait à la neige. Et il y avait du monde de partout qui venait faire du ski, qui venait descendre cette piste. Non, je n'ai pas descendu en ski, parce que je ne savais pas faire du ski. Il y avait du monde. Hein. Mais il y avait la queue. Il y avait la queue pour monter là-haut. Ah, il y avait la queue. Ben oui, on montait là-haut. Et toi, tu l'as fait? Non, je n'ai pas osé. Moi, je l'ai fait en luge. Je l'ai fait avec la petite luge. En ski, donc, il fallait déjà savoir faire un peu de ski pour monter là-dessus, parce que tu ne peux pas monter sur un truc comme ça, descendre avec. C'était un petit bonhomme, ça. Alors, la rampe qui avait été montée, c'était bien fait. Elle a été... Le sol, il existe toujours. La partie qui servait, qui était glissante, elle existe toujours. Elle est restée de nombreuses années, sur une largeur de 4 mètres, roulée. Et en dessous la scène, elle s'était stockée, en dessous la scène du centre culturel. Avant, elle n'était pas bouchée la scène. On pouvait descendre en dessous, où on y stockait les chaises, les bancs, les ceci, les cela. Et ce tapis, qui était de couleur grise, assez lourd, assez épais, était sous cette scène. Aujourd'hui, je pense qu'il n'est plus sous la scène, puisqu'elle a été murée. Ça a été muré, tout ça. Et je pense qu'elle s'est retrouvée au centre technique. Hein. Alors, est-ce qu'elle est là en totalité sur sa longueur? Est-ce qu'elle a été coupée? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Je ne saurais le dire. Mais c'est cette toile que j'aimerais bien retrouver. Là, je peux la montrer facilement. Où il y a mon grand-père, Arthur Duperche. Arthur, qui était... Premier musicien. Ouais. Enfin, les Duperche, c'était des musiciens. Qui était cordonnier on va dire de métier, de profession, qui avait une cordonnerie à Metz. Tu as des photos dans les cartes postales, hein, tu le sais. Qui était aussi... c'est Devin. Qui était chez Devin, qui était la maison de mon papa, où il y avait M. Devin, qui a fourni les premières chaussures des sapeurs-pompiers. Elles proviennent de chez Devin, qui les vendait 1500 francs la botte. À l'époque, 1500 francs la botte. La paire de bottes, bien entendu. Et mon grand-père s'est marié avec Adeline Guérin, qui habitait dans le bas du boulevard où aujourd'hui il y a monsieur et madame Sella, avec leur bascule. Ils avaient été là. Et donc les parents de ma grand-mère, bon, les arrière-grands-parents, Guérin, ils tenaient une entreprise de battage. Oui. Première entreprise de battage de la région motorisée. Oui. Ah oui. Première entreprise. C'était Arthur. C'est pour ça qu'il y a une grande cour. Voilà. Et mon grand-père, à la Sainte-Catherine, il exposait sur une table, petite table, et hangar, puisqu'il était commercial dans cette entreprise de hangar. Et cette entreprise de hangar, c'est une dépendance, bien sûr, mais la maison mère de ces hangars, c'est l'entreprise qui a fait la structure du pont de Tancarville.
la grosse entreprise, puis il y avait des entités pour faire des hangars, pour faire de ceci, et c'est les hangars qui présentaient. Donc je pense que dans Metz, il y a certains hangars qui proviennent qui sont de cette date-là. Oui. Lesquels, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a. Oui. Et mon grand-père faisait ça. Alors, il faisait du fil de fer à ballot, en bobine, pour les batteuses, les plieuses. Il faisait les bobines de ficelle, et il faisait le fil de fer en longueur de 6 mètres, diamètre 2 mm et demi, qu'il vendait en botte. En même temps, chef de la Philharmonique à Metz. Il y avait des musiques. Il y avait 2 musiques à Metz, d'accord. Et Il y avait était chef. Brigitte. Hein? Brigitte. Mais Arthur, disons, quand il avait sa trompette, disons, il était un musicien, disons. Et papa jouait dans son groupe. Et mon oncle, le frère de papa, donc le fils de Arthur, lui, il jouait de l'accordéon, plutôt du musette, et il se promenait de village en village, entre les deux guerres, on va dire ça comme ça, pour que ça soit plus facile, et un petit peu après, puisque je l'ai connu, il promenait sa tente, qu'il allait installer sur les places des villages, et il faisait le bal musette du dimanche, ou du samedi soir et du dimanche après-midi. Ah, bah oui. Ah, la famille du père, c'était musicien de première. Et Pierrot, ton père. Papa. Oui. Papa, entre les deux guerres, jouait du cinéma, du piano devant les écrans de cinéma muet à Paris. Oui. C'est là qu'il a rencontré sa première femme avec laquelle il s'est marié. Il a divorcé après, mais il s'est marié avec elle et il a eu un enfant. Il s'appelait, comme lui, Pierre, qui est né en 1936, Oui. qui est aujourd'hui décédé. Ah oui, il est décédé. Première famille musicien, tous les trois. Alors, Il y avait Arthur, René, Pierrot. Alors là, je cherche quelque chose, mais ça me permet de rebondir sur ta demande un petit peu. Il y a eu une foire de la Sainte-Catherine. Je ne sais pas si c'est exactement pendant la Sainte-Catherine, où il y a eu un spectacle qui a été fait à la hauteur du centre de l'incendie, là où je t'ai montré où je suis né. Il y a eu un spectacle de fait. Il y a eu une scène de montée là, j'étais tout petit, alors on dirait, pour arrondir 1955 peut-être, et les loges, c'était dans la caserne, dans le bâtiment où papa donnait des cours de piano, de saxo, de clarinette, et tout ça. J'ai souvenir de ça, mais j'ai pas de photos, j'ai que des souvenirs. Qu'est-ce que c'était comme spectacle? Alors, Marcel m'avait évoqué un autre souvenir à la Sainte-Catherine. La fille Houdin qui a dansé. Oui. Ah bah oui. Oui. Et Christiane. Christiane Houdin. Oui. Bravo, tu te souviens du prénom, bravo, oui. Ben oui. Vas-y, alors raconte-moi cette journée. Parce que Ben, c'était le curé qui avait organisé ça à la salle paroissiale. Un spectacle, et puis il y en a qui chantaient, qui... C'était pendant la guerre, ça. Oui, c'était pendant la guerre. Hein. Je me rappelle. C'était le curé qui organisait ça. Ou alors c'était organisé par le comité pour les prisonniers. Peut-être. C'était organisé. Parce que il y a des gens de Metz, comme Jean Bourgeois, comme Minier, Gilbert, tout ça, ils organisaient des... Il y avait Saint-Gest aussi. Jacques, oui. Saint-Gest. Oui. Tous ces gens-là. Oui, Jacques, c'était vraiment... Jacques, c'était aussi une tête. Ah ouais, ben oui, c'est pour ça que je ne l'oublie pas. Et puis il rendait service à tout le monde. Hein, donc. Il y avait un groupe de personnes très culture, très fête, très festif. 4 ou 5. Ouais. Il y avait Minier, Ouais. Coco, 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 hein. et Saint-Gest, Saint-Gest. un petit peu Gilbert, Oui. petit peu Gilbert. Oui.
Alors il y avait quelqu'un, je me rappelle bien de son nom, mais j'ai du mal à le revoir. C'est Monsieur Gouriot, qui habitait non loin d'ici, Oui, qui était un chanteur. oui. Jour d'un... Il avait une voix. Oui. Alors l'autre fois, j'en ai reparlé un petit peu avec Thierry. Alors Thierry, il avait oublié un petit peu cette personne, et Oui. puis il a cherché dans sa tête, il a fini par trouver, oui Claude, t'as raison, oui ça y est, je me souviens. Il avait une voix exceptionnelle, Monsieur Gouriot. Oui. Il chantait lors de la remise des prix dans les années 60, il venait chanter au centre culturel, au foyer rural. C'était des gens, quoi. Oui, Voilà, oui, c'était oui. le personnage. Il chantait là, puis Mais, Norman se suicidait. Lui, quand je parle de ça à certains nouveaux, il ne me croit pas. Raconte, Dalida est venue chanter à Metz? Ben, je peux en parler aussi. Oui, Non, vas-y. non, Mais on peut vas-y, en parler non, ensemble. Non, mais allons-y ensemble. c'est pas plus moi c'est parce que moi, quand elle est venue chanter, j'étais sapeur-pompier, et on gardait le centre culturel à la porte. Hein. Avant, il y avait toujours un pompier qui gardait. Alors, soit c'était un pompier, soit c'était un civil, mais il y avait quelqu'un qui gardait à la porte. Et Dalida, elle est venue chanter au centre culturel. Oui. C'était noir, c'était plein, quoi. C'était plein. Elle chantait tous ses succès de l'époque, quoi. Et ça, par contre, je me rappelle bien. Pendant tout le spectacle, moi j'étais d'astreinte. Bon, d'astreinte, je ne sais pas si c'est le mot astreinte qui convient, mais j'étais à la porte d'entrée. Et devant le centre culturel, rue de la République, circulait une voiture. Alors, pas à grande vitesse, hein. À l'époque, on ne roulait pas comme des dingues comme aujourd'hui. Circulait une voiture. J'ai su qu'après, en fait, c'était celui qui tournait autour de Dalida. Et comme le dit Marcel, quelques jours après, elle a fait une tentative de suicide. Elle est montée dans le Nord, et elle a fait une tentative de suicide qu'elle n'a pas Oui. mais elle a fait une tentative de suicide. Et elle est venue à Metz chanter, faire un concert. C'était grandiose. C'était grandiose. Oui. C'était grandiose. C'était quelle année? Souvenir, non. J'ai du mal. Je suis rentré au foyer rural quand mon papa était au foyer rural avec Jacques Aubigny, avec toute l'équipe. Oui. Mon papa nous a quittés en 1967. Et pour lui, pour moi, je ne sais pas, mais bon, peut-être une impulsion a fait que je suis rentré aussi au foyer rural en 1967, juste après. J'étais le secrétaire du foyer rural. Alors, je ne me rappelle pas avoir pris des notes pour tout ça, mais c'est écrit comme ça, alors, sur les registres. Donc, bah, c'est dans ces années-là, hein. Oui. 68, 69, dans ces années-là. Mais je pense qu'on pourrait retrouver relativement facilement, soit dans des comptes rendus de conseils municipaux, soit dans des choses comme ça, quoi. Mais elle est bienvenue chanter là. Elle est bienvenue. Mais il n'y a pas qu'elle qui est venue chanter là, mais elle est venue chanter là. Ouais. Puis il y a eu le groupe, là, il y a le jeune, là, mince, comment c'est qu'il s'appelle, lui, là, qui a des histoires en ce moment. Là. Bon, bref, je sais plus. Une chose que tu as oubliée, importante, que Marcel va se rappeler tout aussi bien que moi, il y a très longtemps, je dirais dans les années 60, 60, combat de catch. Ah, mais on a dit par Mathis, c'était l'OSM. Le premier match, le premier endroit où ça s'est déroulé, c'est dans l'usine Ciparex. Le centre culturel n'existait pas encore. Non. Ça s'est déroulé dans la salle de démoulage. Tout avait été dégagé. Oui. Le ring avait été monté là. Et les chaises étaient tout autour du ring. Je n'ai pas eu la chance, Claude, d'y aller, de participer à ce match, à ces combats,
Mais mon frère Michel y a été invité. Il y était. Une grande aventure, ce tournoi, ces matchs de catch. Oui. Et l'année suivante, le centre culturel avait été inauguré en 1959 et ces matchs, ces combats ont pu se dérouler au centre culturel. Alors la petite histoire, mon frère Jaco, qui aujourd'hui n'est plus là, a été pas le coach, comme on dit, celui qui tient la robe du catcheur. Et les catcheurs se changeaient et se préparaient aujourd'hui là où il y a, anciennement les touches municipales, à côté du petit pont blanc, à côté du petit pont. C'est la Croix-Rouge. Et mon frère Jacques tenait la robe de chambre là, du catcheur. On a eu quand même la visite du bureau de Béthune, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, l'Ange Blanc, le Casque Noir, tous ces grands catcheurs qui sont venus quand même à Metz. Alors là, certains matchs, certains combats, j'étais là pour les regarder, mais c'était beau, ouais. C'était noir de monde, c'était beau. Les gens qui passaient par-dessus les cordes. Delmati. Alors, monsieur de ce il y a l'USM et OSM. Ouais. Oui. C'est pareil, c'était un sacré bonhomme aussi, lui. Hein. Ah bah oui. Ah oui. Ben ouais, c'était des gens... Oui. Puis il y a aussi Gaston Mazard aussi. Faut pas l'oublier. Ouais, je te dis, il y a des gens, chacun dans leur domaine, dans leur milieu associatif, mais il y avait des gens, ouais. Ah oui, pour la culture physique, il s'en occupait bien. Ça, ils savent rentrer, mais alors pour sortir, ils ne savent pas. Hein. Ça, je veux dire, c'est... Non, bah ça. Regarde, elle n'était plus là, tu vois. Elle a pu rentrer pour ça. Hein. Voilà. Là, pour rentrer, ils savent tous rentrer. Non, bah ça, pour rentrer, mais pour ressortir, pour aller de c'est l'autre pas côté. Allez.
Ça devrait être les grosses récoltes. Pas encore? Mais Pourquoi? c'est en retard cette année, il faut qu'on maintenions le restant. Oui. Comme tout le restant. C'est en retard, en retard, en retard. Il y a eu Barnabé, qui s'est appris avec la lune. Non, c'est pas bon ça. Quand ça prend avec la lune. Ah, Dion, il est beau, hein. C'est bon. Si, Dion, c'est tout. Je vois que tu t'es mis en tenue du dimanche, le samedi. Ah ben, j'en viens de faire dire des que cours. tu pêches. Que toi, tu veux jamais venir t'installer chez nous pour prendre un truc. Alors Olivier, tu vas finir, ouais.